Après une cérémonie grandiose d'ouverture des travaux des 3 comités techniques de l'AGEPAOR, à savoir l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ici au Grand Hôtel Djiblo, nous sommes sur la partie continentale de la Guinée équatoriale. Nous avons à présent le grand honneur de recevoir Jean-Marie Kofi, qui est le secrétaire général de l'organisation et qui tout à l'heure a fait un discours pour préciser les grands enjeux de cette rencontre ici qui vise à faire avancer dans plusieurs secteurs les échanges maritimes et également à travers les installations portuaires dans cette vaste sous-région continentale. J'ai donc le grand honneur de vous recevoir. Merci d'accepter cette invitation de la télévision panafricaine. C'est moi qui vous remercie. Alors, on vous a suivi tout à l'heure, vous étiez très convaincu de ce que ces travaux peuvent vraiment faire avancer les choses, créer pourquoi pas une nouvelle dynamique dans cette vaste région continentale qu'est le golfe de Guinée. Alors, concernant la sécurité, les affaires et également la compétitivité de ces plateformes, sans toutefois oublier bien sûr le développement des infrastructures. Qu'est-ce qui concrètement pourrait changer au sortir de ces assises de Djiblo? Ce qui pourrait changer réellement et ce qui est une dynamique que nous avons insufflée pratiquement au niveau de notre association, qu'il s'agisse des directeurs généraux comme des experts qui se réunissent ici, c'est de dire tout simplement que nous devons passer du cap du discours à la concrétisation d'un certain nombre d'objectifs que nous nous sommes assignés. La GPAOC, vous l'avez dit, c'est 12 000 kilomètres de côte maritime partant de la Mauritanie à l'Angola. Et des experts se réunissent pour réfléchir sur des thématiques bien précises afin d'élaborer donc un plan d'action pour implémenter un certain nombre de résolutions issues donc de nos réunions. C'est dire tout simplement, si nous devons donc répondre tout simplement rapidement à votre question, assurément, nous sortirons d'ici avec une concrétisation d'un certain nombre de matrices que nous aurons à mettre en place. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que les comités SMP, entendus par là, sécurité maritime, environnement et exploitation, vont traiter de la question aujourd'hui, et spécialement parce que c'est des thématiques qui sont liées donc aux enjeux de l'heure. Ils traiteront de ce que nous appelons la transition énergétique. La transition énergétique, parce que nous avons compris que le monde est embarqué dans cette dynamique de réduction donc, de la charge carbone. Et pour réduire donc la charge carbone, il va sans dire que tout le monde se met et là, les ports sont des lieux de production aussi de charge carbone. Comment mitiger donc cette charge carbone? Comment réduire donc la charge carbone? Quel outil il faut utiliser? Nous avons que le transport des camions qui viennent donc déposer et prendre la marchandise au niveau des ports. Souvent de fois, nous n'avons pas d'hangar, nous n'avons pas d'espace de stockage, nous n'avons pas de parking de stationnement. Et on utilise pratiquement les emprises des voies pour être donc des parkings de stationnement. Ces experts, regroupés au sein du comité infrastructure, vont essayer d'élaborer, parce qu'il faut le faire, il faut aider certains ports à pouvoir le faire, s'ils n'ont pas la capacité. Donc, c'est des réunions formation, pour voir un peu comment construire donc, des parkings de stationnement et créer donc des plus-values. Parce que créer un parking de stationnement peut faire appel particulièrement à un investisseur. Mais cet investisseur qui a créé donc ces espaces économiques, il doit avoir toute l'hôtellerie là-dedans pour que les transporteurs puissent donc se loger. Il peut avoir des lieux de soulagement. Il peut avoir tous les commerces, même des banques, qui veulent donc pouvoir donc s'installer. Mais comment élaborer l'avant-projet pour que les ports puissent s'approprier ces avant-projets pour construire donc ces parkings de stationnement ou tout simplement pour aller chercher donc des investisseurs. Ils sont là pour ça. Ils sont là parce qu'ils connaissent le domaine portuaire, ils sont là parce qu'ils connaissent l'activité portuaire et ils sont là pour s'instruire de comment on peut performer en construisant donc ces espaces économiques qui doivent donc réduire à terme, parce que les camions sont stationnés,
Et nous avons ce que nous appelons aujourd'hui les tickets d'entrée dans les espaces portuaires. On ne rentre plus dans un port parce que nous allons chercher du marché, mais parce que nous avons du marché déjà. Et donc, on vous fait appel, nous avons des tickets d'entrée. Et lorsque nous sommes dans ces parkings d'appel, on vous appelle, quand vous y allez, c'est chronométré. Donc, nous associons ce que nous appelons la digitalisation de nos infrastructures. Il faut le faire à ce niveau précis. Ensuite, nous parlons donc de charge carbone. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, donc, il faut remarquer que les bateaux n'arrivent plus dans le port, surtout les zones de stationnement, et d'attendre, pour attendre, en fonction de ton heure d'arrivée. Et ça aussi, les organisations comme l'OMI, comme l'IAPH, nous commandent de le faire ainsi. En matière de digitalisation de ces flottes maritimes, quand un bateau doit rentrer dans le port, on se dit, avec la conférence, c'est à telle heure précise que vous devez rentrer. Donc vous devez réduire tout simplement votre vitesse au niveau donc, de la mer pour arriver à temps. Et c'est ce que nous appelons le juste à temps dans le port. Il faut le pouvoir le dire. Il faut pouvoir donc enseigner cela. Certains ports ont une connaissance de la chose, d'autres n'ont pas. En se réunissant ici, c'est de dire, voilà la meilleure pratique. Voilà ce qu'il faut faire à ce niveau précis. Et quelle est l'infrastructure que nous devons construire pour accueillir donc ce grand bateau qui arrive? Parce que le commerce aujourd'hui, ça ne se fait plus forcément. Nous avons perdu donc la flotte, nos flottes que nous avions. Donc c'est des bateaux de grande taille qui rentrent dans nos ports, qui apportent donc de la marchandise. Et à partir donc de cette marchandise, il faut avoir le tirant d'eau qu'il faut. Donc comment construire donc le quai, ce que nous appelons infrastructure, c'est tout ça. Comment construire le quai? Qui doit financer le quai? Comment faire en sorte que nous ayons donc la plus-value? Construire des quais pour accueillir de grands bateaux. Mais tout s'enchaîne. Le bateau n'arrive sur le cadre du transport. Et ils enchaînent donc avec les chargés d'affaires qui travaillent avec les experts des ports, avec les communautés portuaires, c'est-à-dire que les entreprises implantées sur la plateforme portuaire, les accognés, tous les chargeurs qui viennent, qui font venir donc le bateau et qui créent donc le déchargement et le chargement des bateaux. Nous travaillons en synergie. Et comment faire en sorte que ces entreprises s'installent durablement? Parce que nous avons des infrastructures pour les appeler. Et l'armateur qui vient dans ton port, il est conscient de ce que, en arrivant dans ton port, oui, il vient avec la marchandise parce que c'est une marchandise commandée, mais il est sûr que dans le cas du transport, c'est l'aller et le retour. En retournant, il peut avoir donc la marchandise. Donc, quelle est la population consommatrice? Quelle est la production de cette zone économique? Aujourd'hui, vous avez entendu que nous créons ce que nous appelons des zones économiques spéciales. C'est aussi leur domaine des infrastructures, pour créer donc ces infrastructures, pour appeler donc ces opérateurs-là, pour s'installer durablement. Et nous ne pouvons pas travailler, vous l'avez vu, la présence de la ministre des Transports du Tchad, nous ne pouvons pas le faire sans étendre donc notre champ d'action aux pays de l'Interland. Parce que les pays de l'Interland ont aussi une autre activité. Mais les infrastructures ne se limitent pas tout simplement aux ports maritimes. Les infrastructures, c'est aussi ce que nous appelons les ports secs. Pour étendre donc la dynamique, nous créerons des ports secs pour non seulement la facilitation du commerce, mais pour réduire tout simplement le transport. Nous avons parlé tantôt de la décarbonation. Si un camion doit partir du Tchad, par exemple, transporter le bétail et venir jusqu'au port, ou transporter une marchandise de consommation du port jusqu'au Tchad, est-ce qu'il ne peut pas avoir des camions relais? De telle manière à ce que le stop se fait, par exemple, en parlant de rupture de charge, on verra comment on peut mettre ensemble toute notre synergie pour réduire donc les coûts de la rupture de charge. De sorte qu'une prise en charge se fasse à partir donc de ce port sec et tous les dédouanements se font à ce niveau précis pour que puisse avancer. Donc c'est dit tout simplement que tout est enchaîné. Tout est enchaîné. Mais comme nous le disions tantôt, c'est repartir dans les ports,
c'est revenir avec des solutions appropriées. Les résolutions qui vont sortir tout simplement de nos comités techniques, on verra comment les ports vont les implémenter. À l'occasion de la prochaine réunion qui va se tenir, chaque port viendra faire un exposé de l'implémentation des résolutions issues de nos réunions techniques. La sécurité maritime est un des leviers essentiels. Nous sommes ici à une frontière maritime et donc c'est pris en compte dans la gestion. Ne serait-ce que dans la gestion donc des bateaux, des navires qui rentrent donc dans nos ports pour ne pas qu'il y ait donc une forme d'engorgement au niveau de notre zone. Et parce qu'il n'y a pas d'engorgement de notre zone, parce que nous aurons construit les quais appropriés, nous avons les manutentionnaires de valeur pour réduire donc la cadence ou augmenter la cadence de manutention. Je pense que c'est assez important et c'est des choses tout simplement qu'il faut voir. Et c'est pour cela qu'ils sont réunis ici pour travailler donc en synergie. Vous conviendrez que nous avons structuré en termes de comité technique, sécurité maritime, exploitation et environnement. Nous avons un autre comité technique que nous appelons comité infrastructure et développement et un autre comité de chargé d'affaires qui s'occupe tout simplement des acteurs principaux des plateformes portuaires. Alors, lorsque nous parlons des acteurs principaux des plateformes portuaires, nous sommes ici dans le commerce, dans le service. Quelle offre nous apportons? Lorsque nous parlons des infrastructures et développement, nous sommes ici en train de voir comment construire des hangars, des parkings de stationnement que nous avons demandé pratiquement à nos experts de mettre en place toutes ces infrastructures-là. Et puis par la suite, nous regardons avec eux, en réalité, comment faire en sorte de réduire tout simplement la charge carbone au niveau donc des ports. Oui, les ports essaient de travailler un peu sur ces questions-là. Et donc c'est quelque chose d'assez important que nous travaillons. Mais nous regardons aujourd'hui de ce que le théorique ne doit pas prendre donc le dessus. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout ce que nous sommes en train de faire, que nous puissions donc pouvoir donc les implanter. L'implémentation des résolutions issues de nos réunions est aussi importante, de telle manière à ce que, oui, nous tirons profit tout simplement de nos réunions, auquel cas ce sera donc du théorique. Aujourd'hui, nous essayons tout simplement d'implémenter les grandes résolutions. C'est dire tout simplement que ceux qui arrivent ici, ce sont des experts dans des domaines spécifiques. Ils partagent donc cette expérience-là. L'autre élément qu'il faut revoir ici, c'est de dire tout simplement que tous les 24 ports de notre zone économique n'ont pas la même taille. Il est bon de le mentionner. Et dès l'instant où ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas forcément la même expertise aussi et la même façon d'exploiter le domaine portuaire. Mais l'échange que les gens vont faire ici vont permettre tout simplement d'asseoir donc une base de données sur l'élément principal qui est l'échange de bonnes pratiques. Parce que l'essence de notre association, c'est d'échanger, c'est de partager les meilleures pratiques de telle manière à ce que les gens en profitent. Tous les ports puissent en profiter. Les ports les plus grands tirent les ports les plus faibles, les ports les plus petits, en termes de taille et en termes d'expertise. Et ensemble, nous pouvons grandir donc ensemble. Voilà un peu l'enjeu de ces réunions pour tracer donc la feuille de route au niveau donc de notre zone économique. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'aujourd'hui, l'Union africaine, qui regroupe un peu tous nos chefs d'État, ont pris la disposition suivante en créant donc la ZLECAf, de dire tout simplement que nous devons commercer entre pays membres. Et pour commercer entre pays membres, il faut avoir donc les outils. Je pense que ça procède tout simplement d'une transition. Il faut donc arriver à faire en sorte que si nous n'avons pas en réalité une flotte maritime, pour pouvoir faire donc ce que nous appelons donc du cabotage, c'est-à-dire avoir donc des grands navires qui vont déverser donc la marchandise dans un port et les petits navires vont pouvoir les feeders vont pouvoir les prendre pour faire donc du cabotage d'un port à un autre pour déverser donc la marchandise. Ça, pour le faire, il faut construire un enchaînement d'actions. Et l'enchaînement d'actions, c'est de voir un peu comment les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre peuvent mettre en place une industrie
maritime, comme nous l'avions à l'époque. Mais à l'époque, ce que nous avions, la plupart du temps, c'est que c'était des flottes maritimes par État. Il est difficile peut-être de revenir à des flottes maritimes par État. Mais il est bon tout simplement de construire ensemble une flotte maritime qui va créer donc une forme de synergie. Vous avez besoin de transporter donc la marchandise par mer, la petite marchandise, parce que les grands bateaux vont déverser donc la marchandise. Ces petits bateaux que nous appelons des feeders vont les prendre pour un port, un autre port. Et donc c'est ce que nous créons, nous voulons voir émerger le cabotage. Le cabotage, c'est de prendre un bateau d'une côte à une autre, d'un port à un autre. Et donc il faut avoir, donc, en maîtrisant notre économie, en maîtrisant donc la chaîne de transport. Dès l'instant où nous ne maîtrisons pas la chaîne de transport, nous ne maîtrisons pas notre économie. Les grands armateurs dictent la loi, ils donnent l'orientation. Des bateaux de taille moyenne, nous sommes passés aujourd'hui des bateaux de grande taille. Et ils font ce que nous appelons aujourd'hui des fusions, des regroupements. Si l'AGPAOC, nous ne nous regroupons pas, nous ne sommes pas forts ensemble pour parler d'une même voix, ils auront toujours le dessus et ils vont nous dicter toujours leurs lois. Il faut aller dans ce sens de ce que nous pouvons parler d'une même voix. Et aujourd'hui, pour parler d'une même voix et de façon concrète, c'est d'avoir une flotte maritime africaine pour créer donc le cabotage, pour créer donc l'échange entre les côtes maritimes. Ensuite, en plus des côtes, nous avons donc les infrastructures routières qu'il faut développer. Nous avons donc le fer, donc le rail qu'il faut développer. Et l'Afrique en est capable. Il y a déjà des embryons et tout simplement, il faut revisiter ces rails. Il faut revisiter les routes. Il faut former nos agents sur les routes pour que la fluidité ne soit plus un vain mot, ce soit une réalité. Mais pour le faire, il faut aller d'un autre niveau, c'est la digitalisation de notre système. Et ça, c'est un élément important. Il faut digitaliser nos systèmes. Oui, monsieur le journaliste, vous êtes là, vous voulez passer une commande, vous n'avez pas besoin forcément de vous déplacer pour aller dans un port. Vous avez une plateforme, vous rentrez vos données et la marchandise suivra en fonction de l'heure du bateau et le transport va se faire et c'est un enchaînement. Parce que si vous dites, je vais aller au port, je vais avec ma marchandise, vous allez stocker quelque part et vous allez attendre un mois. Pendant ce temps, tous les matins, il faut mettre le moteur de votre camion en marche. Nous créons tout simplement cette forme de pollution. Or, si nous savons par la digitalisation qu'en réalité, le bateau arrive demain et que vous deviez être aujourd'hui à une certaine heure là-bas, en 2 heures, vous avez fait votre manutention, le camion retourne et un autre va et nous gagnons ensemble. Voilà pourquoi la digitalisation est un facteur essentiel dans la réussite de notre transition. Une petite pause et on repart très rapidement avec vous, monsieur le secrétaire général, en abordant notamment les interventions des autres acteurs. On voit très clairement que pour développer les voies d'accès portuaires, par exemple, ce ne sont pas les ports autonomes, il y a des communautés urbaines, il y a également les États qui devraient intervenir. On va revenir très rapidement pour échanger, pour tenter de comprendre de façon spécifique quelles sont les autres entités qui interviennent dans les grands enjeux que vous avez cités et comment est-ce que vous pourriez, au terme de ces travaux, les convaincre de pouvoir vous suivre dans cette dynamique que vous allez lancer par la suite? Hay un lugar en el mundo rodeado de vegetación, donde la excelencia en sí es su propia identidad. Un hotel a la altura de sus necesidades, para los amantes de la elegancia, el lujo, la tranquilidad, por su originalidad y su diseño único, y degustar la gastronomía nacional e internacional, y el descanso. Es uno de los hoteles más lujosos de África, rodeado de vegetación en plena selva tropical. Un paraíso exclusivo, refinado para disfrutar del encanto de un paisaje inolvidable.
un punto de encuentro y de reuniones para empresarios. El sueño de todo hombre, a la altura de sus necesidades. Gran Hotel Giblo, un hotel con el lujo de lo esencial. Et nous repartons très rapidement dans cet échange avec vous, Monsieur le secrétaire général de la GPA, pour tenter de comprendre comment est-ce que des comités techniques comme ceux qui siègent ici pourraient être poussés, d'autres, les entités étatiques, les acteurs étatiques également, les entités locales, à pouvoir se retrouver dans une dynamique qui vise par exemple à réduire la pollution due à l'activité portuaire par l'aménagement des voies d'accès portuaires. Comment est-ce que vous pouvez, au terme de ces travaux, les amener à vous suivre? Les ports sont l'émanation de l'État. Donc les ports ont une activité d'intérêt public. Ils ont à créer donc la richesse, ils ont donc un domaine. Et ils installent donc les industries, ils installent les administrations publiques. Et ils essaient de coordonner donc l'activité pour qu'ils soient plus compétitifs. Chacun ne vient pas faire ce qu'il vient faire, mais chacun vient faire ce qu'il doit faire en fonction de son expertise. Si l'enjeu de taille est de réduire donc la charge carbone au niveau donc du transport terrestre, il va sans dire qu'il faut rencontrer tous les acteurs de ce domaine, y compris donc les manutentionnaires qui commercent aussi avec donc un certain nombre de transporteurs. Il est bon de le faire. Il est bon aussi de travailler avec l'administration publique, comme la douane, qui collecte donc les recettes de l'État. Et donc, qui ont en charge de vérifier tout simplement si la marchandise n'est pas prohibée par rapport donc à la consommation pays, si la marchandise n'est pas impropre au pays, parce qu'il peut y avoir des marchandises impropres au pays. Et donc, il faut regarder tous ces facteurs-là. Nous travaillons en synergie donc avec tous ces acteurs. Nous travaillons aussi dans le cadre d'une organisation que nous appelons l'AIVP, avec les villes-ports, avec les districts, les mairies, pour voir un peu comment créer des voies de desserte de nos camions, des ports vers donc le pays, donc vers la terre, comme de la terre vers donc les ports en allant vers l'eau. Donc nous travaillons à cela. Il est arrivé que pour fluidifier le trafic, il y a eu certains pays qui ont essayé de demander à tous les acteurs de gros camions, transporteurs donc de marchandises, de ne rouler qu'à partir d'une certaine heure pour éviter donc l'engorgement dans la ville. Ils sont des pollueurs, la plupart du temps tous ces camions sont des camions diesel et donc c'est à partir de 20 heures quand vous et moi qui travaillons, nous sommes partis donc de notre lieu de travail à la maison, que eux, ils peuvent prendre donc les voies, de sorte à ce que la voie soit plus fluidifiée. Donc on travaille en synergie. Et pour travailler en synergie dans le domaine portuaire, on exhorte les ports à créer ce qu'on appelle les communautés portuaires. La communauté portuaire n'est rien d'autre que des acteurs sur un même domaine qui ont des intérêts, j'allais dire communs, parce qu'ils sont là pour leur business, ils sont là pour leur affaire, mais chacun a son domaine précis. Et il revient à l'autorité portuaire qui a son domaine portuaire de les organiser pour que cet enjeu pratiquement de la décarbonation soit pris en compte. Et ils auront compris. Ils travaillent et donc ces chargés d'affaires, ces experts portuaires doivent pouvoir, là où il n'y a pas de communauté portuaire, donc d'entente parfaite, mettre en place les communautés portuaires. Là où il y a des communautés portuaires, les exhorter à faire en sorte que la dynamique soit installée, de telle manière à ce que s'il y a un enjeu qui est priorité au port, que cet enjeu soit partagé au niveau des ports. Et voir comment l'animation peut se faire au niveau des ports pour que chacun prenne donc en considération donc cette disposition. Je voudrais tout simplement vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons dit que les ports sont des territoires. Et donc,
aussi des frontières. Il y a ce que nous appelons la zone portuaire, la zone sous douane et puis la zone hors douane. La zone sous douane, par exemple, il faut pouvoir connaître tous les acteurs qui circulent dans cette zone. Donc, il y a ce que nous appelons une vidéosurveillance. Des ports s'installent. Qu'il s'agisse des imports de l'Afrique de l'Ouest comme de l'Afrique centrale, à Abidjan, ils ont mis en place cette vidéosurveillance pour voir un peu qui rentre, qui sort, comment on le contrôle. C'est important. Au niveau de l'Afrique centrale, Douala l'a fait également. Bata également, nous avons visité le port en eau profonde de Bata, oui. Ils ont fait. Et donc c'est important de vérifier qui sort, qui rentre, pour réguler, tout simplement. Mais il n'y a pas que les personnes. Il y a aussi le transport des marchandises. Mais il n'y a pas que le domaine terre, il y a aussi le domaine maritime. Quel bateau rentre, à quelle heure et à quel moment il fait son déchargement? Quelle est la cadence? Il faut travailler donc avec ces acteurs-là pour essayer donc d'atteindre donc nos objectifs. Voilà un peu ce qu'ils font et ce qu'ils doivent faire. Et ces réunions permettent tout simplement d'impulser la dynamique. Mais pour vérifier cette dynamique installée, qui doit être installée au niveau des ports, nous demandons l'implémentation et nous demandons la restitution de ce qu'ils auront fait entre deux réunions. C'est assez important. C'est assez important parce que même si nous n'avons pas de mesure de coercition, parce que c'est une association, c'est une organisation, nous avons, et l'Afrique, on peut le dire, nous n'aimons pas qu'on nous dise que c'est nous qui tirons tout simplement l'organisation vers le bas. Donc tout le monde doit pouvoir embarquer et aller dans cette dynamique. Et ils sont conscients. Et ils sont conscients, c'est pour cela qu'ils envoient leurs experts pour voir les meilleures pratiques, pour pouvoir donc les implémenter au sein de leurs ports. Oui, nous sommes confiants et nous entendons le faire après donc 50 ans d'activité que nous avons déjà menées au sein de notre organisation. Monsieur le secrétaire général, précisez qu'en salle, les travaux de ces 3 communautés techniques se déroulent en ce moment et vous avez bien fait de dire qu'il faudrait qu'il y ait une restitution pratiquement après chaque réunion. D'ailleurs, ce plateau de la télévision panafricaine servira à cela, à capter très rapidement ce qui doit être retenu secteur par secteur pour l'évolution du commerce dans l'ensemble du golfe de Guinée et aussi pour permettre à ce golfe de Guinée de capter dans les meilleures conditions le trafic qui soit le plus important, maritime international. Alors, je voudrais aborder avec vous un aspect assez important. Certains disent qu'il y a même trop de ports sur la côte ouest africaine. D'aucuns disent que c'est parce que le potentiel est énorme et que le marché aussi est énorme. Plus de 4000 navires traversent le golfe de Guinée chaque jour. Alors, vous, au sein de l'organisation, quel est le regard que vous portez sur l'ensemble des infrastructures de cette côte ouest africaine? Et selon vous, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que le trafic, qu'elle capte plus de trafic maritime mondial? Alors, je vous disais que nous sommes dans le domaine commercial. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a trop de ports? J'en viens. Lomé, Tema, Abidjan, Cotonou, Douala? Je pense qu'il n'en a pas assez. Et que peut-être il faut créer donc d'autres ports. Parce que l'économie au niveau de l'Afrique se dynamise. Je vais vous donner juste un exemple. 2. Un exemple au niveau de l'Afrique centrale, un exemple au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Puisque nous couvrons cet espace économique. Au niveau de l'Afrique centrale, puisque nous y sommes, lorsque l'État camerounais a voulu créer le port de Kribi en eau profonde, on a pensé, ou des gens ont pensé, qu'on allait asphyxier le port de Douala, qui opérait avant la création du port de Kribi. Mais je vous invite tout simplement à visiter le trafic qui est développé. Non seulement le trafic du port de Douala augmente depuis la création, mais le trafic du port de Kribi, c'est un boom, parce que c'est un port en eau profonde. Et les grands bateaux desservent donc cette zone. De même, quand nous prenons les 2 ports pratiquement de la Côte d'Ivoire, quand nous prenons les ports de la Côte d'Ivoire,
Aujourd'hui, le port d'Abidjan fait pratiquement autour de 30 millions de tonnes. Le port de San Pedro, qui était donc le petit port qualifié de petit port, en 10 ans, a triplé son tonnage. Ça veut dire tout simplement que la consommation augmente. Et comme la consommation augmente, il faut avoir des infrastructures pour soutenir donc cette consommation et développer donc l'économie. Il n'y a pas trop de ports. Il y a à faire en sorte qu'il y ait une dynamique entre les ports pour couvrir donc notre économie, pour couvrir donc l'économie pays, pour couvrir l'économie de l'arrière-pays avec les pays de l'Interland. La population augmente et elle augmente donc avec la consommation. C'est d'ailleurs pour cette raison aujourd'hui que lorsque nous savons qu'au niveau de l'Afrique, nous avons notre importation va en direction des pays de la triade, l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Et aujourd'hui, la dynamique, c'est de faire en sorte que nous commerçons entre nous. Et lorsque nous allons commercer entre nous, vous allez voir que la consommation va encore augmenter. Et donc, c'est assez important parce que nous aurons à transporter pour l'Europe, l'Asie et l'Amérique, nous aurons à transporter aussi pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour l'Afrique tout entière. Et donc, les ports qui sont là, c'est d'ailleurs pour cette raison, les ports existants, on augmente en capacité. Donc, on n'a pas trop de ports. Je veux comprendre qu'en réalité, ce que les gens entendent pas trop de ports, c'est de dire que nous construisons les mêmes infrastructures. Oui, mais ces mêmes infrastructures sont construites parce que nous avons la pression des gros armateurs qui dictent la loi. Si nous changeons tout simplement la taille du bateau, qui commande donc des profondeurs, nous sommes obligés, si nous sommes un port à lagune et que le tirant d'eau est faible, d'aller vers un port en eau profonde. Nous sommes obligés de créer ce port en eau profonde. L'exemple du Cameroun est patent. Avec Douala, c'est un port fluvial. Pour pouvoir capter toute cette consommation, ils ont dû créer donc le port de Kribi, qui est un port en eau profonde. Et la consommation augmente toujours. Et donc c'est assez important. Tout à fait. Et l'activité de transbordement au port de Kribi, voilà, du transbordement qui avant se faisait sur d'autres places portuaires, qui maintenant, pour les conteneurs par exemple, qui vont au port autonome de Douala, se font via Kribi. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire que quelque part, Lomé ou alors Pointe-Noire perdent quelque chose? Si oui, comment est-ce qu'ils pourraient compenser cela? Non, ils ne perdent pas. En réalité, c'est une vue de l'esprit que de dire qu'ils perdent. C'est pour cela que j'invite les gens à consommer, à consulter les statistiques. C'est vrai qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons le port de Lomé, qui est un port dédié, MSC, avec donc le transbordement. Ils sont les tops du transbordement. Mais nous avons l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale aussi. Aujourd'hui, nous avons le port de Pointe-Noire, mais nous avons aussi le port de Kribi. Mais ils desservent d'autres ports mineurs. Mais ils desservent ces ports-là avec des bateaux qui déterminent le timing. Or, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que quand ils auront déversé toute la marchandise au niveau de ces gros ports, par exemple Lomé, par exemple Pointe-Noire et Kribi, que nous, au niveau Afrique, nous ayons donc des petits bateaux, des feeders, pour faire donc le cabotage, pour desservir donc d'autres ports au niveau de la sous-région. Non seulement ça crée de l'emploi, mais ça crée une dynamique. Et ça nous permet tout simplement d'établir donc le commerce que nous appelons de tous nos voeux entre États africains. C'est assez important. Donc il n'y a pas beaucoup de ports, il y a des ports qui rentrent dans le cadre donc, de la consommation puis de l'économie donc, de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique en a besoin. Et donc c'est assez important. Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose de très très intéressant tout à l'heure. Vous avez dit qu'il faudrait que les grands ports tirent les petits ports. Alors vous venez encore d'apporter des précisions en disant qu'il y a l'activité de cabotage, c'est-à-dire que les conteneurs arrivent sur les grands ports et après il faudrait une logistique pour pouvoir partir des grands ports pour desservir donc les petits ports. Alors concrètement, comment est-ce qu'on met une telle logistique en place?
quand on sait que les États aussi parfois sont un peu, se font un peu concurrence, même si ce n'est que d'un point de vue, je vais dire, mental même, parce que parfois, on sait qu'ils se regardent un peu en chien de faïence. Alors pensez-vous qu'on pourrait trouver la bonne dynamique ici pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait, pourquoi pas une compagnie maritime ouest africaine et du centre qui permette qu'il y ait vraiment ce cabotage et que les petits ports, même avec un tirant d'eau de 8 mètres, puissent effectivement recevoir les marchandises qui vont dans les zones, dans les espaces économiques, dans les zones économiques qu'ils doivent desservir? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que on se dit que nous sommes en concurrence parce que nous partageons le même marché. Mais au sein de notre association, nous ne disons pas réellement que nous sommes en concurrence. Nous créons tout simplement l'émulation. Et nous créons l'émulation par dire ce qui se fait de mieux ailleurs, il faut que nous copions et que nous faisons la même chose. Pour dynamiser nos économies, pour faire en sorte que notre région se porte bien et l'Afrique se porte bien. L'autre élément, c'est de dire tout simplement que lorsque nous disons qu'il faut créer une flotte africaine, ne serait-ce que pour le cabotage, c'est un appel à des investisseurs, qu'il s'agisse des investisseurs étrangers, mais des investisseurs africains, des privés, pour mettre en place cette dynamique. Parce qu'on se souviendra tout simplement que les flottes que nous avions à l'époque, ce sont des flottes endossées à l'État. Ces flottes ont disparu, pour une raison ou une autre, qu'on n'évoquera pas ici. Mais le besoin se fait sentir. Donc il faut faire appel tout simplement à des privés pour mettre en place une flotte africaine. Des privés qui ont l'expertise pour le faire, parce que c'est tout un métier. Et des privés parce qu'ils ont un marché. Ils ont un marché étendu de l'Afrique, de ces 4 pays. C'est assez important de travailler à cette cohésion au niveau de l'Afrique. Alors, lorsque nous avons une flotte africaine avec des privés, il n'y a plus de concurrence. Ça travaille pour l'Afrique, ça travaille pour des privés. Et on coordonne donc avec les ports, en réalité, les directeurs généraux des ports et les plateformes portuaires. C'est une activité importante. Aujourd'hui, par exemple, ce que nous sommes en train de dire, et c'est une réalité importante, on crée pratiquement des zones économiques spéciales. Aujourd'hui, ce qu'on dit pratiquement, c'est de dire qu'il ne faudrait plus envoyer le bois brut à l'exportation, par exemple. On regarde pratiquement le bois débité. Donc, c'est la création d'industries. Nous travaillons aujourd'hui à Guinée équatoriale, sous l'équateur, qui regorge pas mal de forêts, donc du bois. Comment ne pas créer une première industrie de transformation dans de ce bois et essayer de vendre ce bois, ne serait-ce qu'aussi au niveau de l'Afrique, pour les meubles, pour d'autres besoins. Nous dynamisons donc l'économie. C'est assez important. Donc, le poids des ports dans cette activité commerciale, c'est d'offrir des espaces pour les industriels, pour développer leur activité. Mais lorsqu'ils auront développé cette activité, il faut les transporter, il faut les acheminer. Il faut créer donc tous ces outils logistiques qui permettent tout simplement de transporter pour aller d'un pays A à un pays B, de telle manière à ce que l'approvisionnement arrive à la personne qu'il faut et au bon moment, arrive donc dans nos domiciles et dans nos foyers. Monsieur le secrétaire général, l'une des choses les plus importantes qu'on peut retenir dans cet échange que vous nous accordez, c'est que le transport sur la côte ouest africaine, ce n'est pas que les conteneurs en provenance d'Asie ou d'Europe. Il y a beaucoup de marchandises qui de plus en plus sont produites dans les États et qui doivent non pas aller en Europe, mais qui doivent aller dans d'autres pays, toujours de cette même sous-région, ou alors qui doivent aller dans des États de l'Hinterland via des ports qui n'ont pas forcément besoin d'être très grands. Alors, cela me pousse un peu à vous poser la question parce qu'on a suivi une vidéo de présentation des ports de la Guinée équatoriale en salle où on voyait effectivement qu'il y avait un mix portuaire assez important avec notamment des ports à eau profonde comme celui de Bata, comme ceux de Bata ou encore de Malabo, mais qu'il y avait également des ports avec des tirants d'eau pas forcément très importants et aussi qui représentaient un potentiel. Alors, quel est le regard que vous portez sur ce mix-là, développé dans ce pays qui reçoit ces réunions du comité technique de la GEPAOC, des comités techniques de la GEPAOC? C'est un bel exemple.
C'est un bel exemple pour répondre à la question de ce qu'il n'y a pas beaucoup de ports. Ces grands ports reçoivent de grands bateaux parce qu'ils ont les tirants d'eau adéquats, ils ont les infrastructures adéquates. Lorsque ces ports reçoivent toute cette marchandise, parce que les bateaux sont de plus en plus grands, et donc dans le cas du transport, c'est la maximisation donc, de la marchandise, lorsqu'ils sont déversés donc, sur le port de Malabo ou de Bata, et que nous avons une flotte maritime, des feeders, on peut transporter cette marchandise sur des ports mineurs avec de petits tirants d'eau pour alimenter la population, pour aller vers donc la population, jusqu'à dans leur retranchement. Cela crée une dynamique de ce que tout le monde ne vient pas forcément à la capitale, à la grande ville, mais de là où il est, il a la marchandise de la grande ville, il a les produits de la grande ville. Et cette dynamique peut permettre tout simplement de développer donc nos infrastructures dans nos pays. Mais lorsque tout se regroupe dans une ville et dans un port, ça crée ce que nous appelons donc cet engorgement. Ça crée l'étouffement. Et beaucoup de pollution. Et beaucoup de pollution. Alors qu'on aurait pu déplacer la marchandise au large, c'est-à-dire d'un port important à un port secondaire, à un port moins important, où on peut amener 3-4 conteneurs ou alors des marchandises vrac qu'on peut décharger rapidement et permettre qu'il y ait une réduction de la pression des camions en zone urbaine et une réduction également de la pollution. Vous avez bien conclu. C'est cela la réalité et c'est cela la dynamique de la GPAOC. Et voilà pourquoi nous appelons de tous nos voeux certains investisseurs à regarder ce côté-là parce que nous pensons qu'il y avait de la matière. Et la matière a créé donc une logistique, à continuer à investir dans le fer, donc dans le rail, à continuer à investir dans les routes et à continuer, ou du moins à revenir à notre amour premier de la création tout simplement d'une flotte maritime africaine qui repose tout simplement sur donc, des privés africains qui peuvent le faire. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Et le cadre est tracé. Le cadre est tracé au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine. Le cadre est tracé au niveau donc, de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est un appel que nous lançons tout simplement aux investisseurs parce qu'il y a de la matière et c'est important. Si nous voulons réellement développer le continent africain, si nous voulons voir émerger nos ports, nous voulons voir émerger donc les dynamiques que nos chefs d'État veulent insuffler au développement de l'Afrique, oui, l'appel, la main est tendue au privé pour investir donc dans ce domaine. Et les ports peuvent les accompagner pour leur offrir dans les infrastructures au niveau donc de leur domaine portuaire. Pour terminer, Jean-Marie Kofi, je voudrais que nous puissions aborder quelque chose qu'on a un peu oublié mais qui est un enjeu majeur. Il s'agit de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Alors, est-ce que vous avez beaucoup parlé de décarbonation et notamment de l'importance de ces, du mix portuaire pour pouvoir répondre justement à cette préoccupation. Mais qu'en est-il de la sécurité, de la sûreté maritime dans ce golfe de Guinée? Est-ce que cela voudrait dire que si vous n'en parlez pas aujourd'hui, c'est que la piraterie maritime a baissé? Est-ce que cette côte ouest africaine est plus sûre? Je n'en parle pas aujourd'hui personnellement parce que je fais focus et quand on parle de sécurité portuaire, c'est les marchandises dangereuses, nous parlons plutôt de l'environnement au niveau de la sécurité de ce comité-là. Il y a d'autres comités dédiés, le comité des commandants de port, EPFSO par exemple, qui parleront tout simplement de la sécurité, mais la sécurité que vous venez d'évoquer, la sécurité maritime. Oui, nos côtes, notre zone économique est frappée. Le golfe de Guinée est frappé. Tout récemment, il y a eu une attaque dans les eaux, pratiquement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, dans les eaux d'Abidjan. Il y a eu une attaque au niveau de l'Afrique centrale ici, dans les eaux du Congo, au niveau de Pointe-Noire. Mais on essaie d'y travailler. Et comment le faire? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mécanisme pour réguler, en dehors donc de la force publique qui peut être déployée, c'est d'avoir donc les outils logistiques pour voir quels sont ceux qui sont sur nos eaux et ils sont là pour quoi. C'est de créer ce que nous appelons l'économie bleue, l'économie de transition
pour développer une vraie économie, un vrai gain au niveau donc des ports, au niveau donc de nos eaux, mais c'est surtout digitaliser donc le système de telle manière à ce que le bateau qui est dans les eaux, j'allais dire territoriales, qui arrive donc dans nos ports, soit sécurisé. Parce qu'on sait quel est le bateau qui arrive avec les AIS, on sait à quel moment il arrive, il est à combien de nœuds et quels sont les bateaux fortuits, les bateaux de pirates qui tournent autour, qui rôdent autour. Mais mieux, il faut avoir tout simplement une véritable coopération. C'est une des raisons aussi de nos réunions. Une coopération entre pays. Une coopération entre pays pour que la dynamique de travailler ensemble soit accentuée. Sans coopération, sans dynamique, sans tests légaux, il peut y avoir que les ports pratiquement de Nigeria peuvent voir dans les ports de Cameroun, dans les eaux territoriales du Cameroun, des gens qui gravitent et qui sont véritablement en train de chercher à attaquer un bateau, mais ils ne peuvent pas dépasser leur zone de prédilection parce qu'il n'y a pas de coopération. Et il doit avoir la coopération parce que quand vous le voyez, vous devez pouvoir alerter l'autre pays pour prendre donc les dispositions nécessaires pour que le Nigeria et le Cameroun, pour ne citer que cet exemple, agissent ensemble pour coincer donc ces malfrats qui rôdent autour donc du commerce, qui endiguent tout simplement notre commerce maritime. Parce que notre image est écornée de ce que dans nos eaux sont infestés par des gens qui n'ont rien à faire que d'attaquer donc les navires, qui déroutent et qui font en sorte que la ligne maritime n'est pas sécurisée et qui renchérit pratiquement du fait donc du risque, les coûts de transport de la marchandise au niveau de notre zone économique. Et pour réduire donc ces coûts, il faut que nos États travaillent en synergie pour réduire donc le risque et pour que l'assurance risque soit réduite ou même annulée. Jean-Marie Kofi, conclusion. Jean-Marie Kofi, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation du plateau de la télévision panafricaine. On va vous laisser aller continuer à chapeauter ces travaux de ces comités techniques de la GEPAOC et bien sûr, on attendra bien sûr, les rapporteurs sur ce plateau même pour à chaque fois être informés de ce que pourraient être les grandes évolutions, notamment dans cette décarbonation qui est possible vu le potentiel en eau de notre côte ouest africaine et qui devrait ici être débattue. Et les acteurs pourraient les experts se prononceront sur ce qu'il y a lieu de faire pour faire avancer les choses. On attend en tout cas, merci d'avoir marqué cet arrêt. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous restons donc dans les coulisses de ces réunions des comités techniques de la GEPAOC. On se retrouve d'un moment à l'autre avec un nouvel invité, très certainement un rapporteur au terme des travaux.